Là, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est pas la réalité. Il va rien se passer. Je vais pas mourir. C'est le trouble. Donc stop. Et ressentir l'émotion qu'on a à l'instant T. Qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi je me mets dans cet état? Hashtag TDAH. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité. Hashtag TDH, le podcast des dispersés hyperactifs qui parlent de leur singularité. Hashtag TDH. Classé dans les troubles du neurodéveloppement, ce handicap est souvent caricaturé comme un manque de volonté, une simple hyperactivité, une petite difficulté d'attention. Cette différence invisible est beaucoup plus nuancée. Elle a des conséquences tant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. Diagnostiqué sur le tard, on parle souvent d'une claque, celle de mettre en mots un décalage de parfois plusieurs décennies. Puis vient le temps de l'observation et de la prise de conscience. Des outils sont mis en place pour tenter d'apprivoiser, voire de dompter la structure de son fonctionnement. Et puis il y a le quotidien puissant, intense, émotif, sensible. Ça déborde de vie. Ça passe du rire aux larmes. Et c'est aussi des situations burlesques. L'autodérision est ici un chemin pour s'accepter et transformer cette singularité en force. C'est ce que j'ai à cœur de vous proposer avec mes invités. Belle écoute. Hashtag TDH. Aujourd'hui, nous accueillons Chloé dans cet épisode. Et Chloé, pour commencer, j'avais envie de te poser cette question. Pourquoi ça a du sens aujourd'hui pour toi de participer à ce podcast ? Alors ça a du sens tout simplement parce que si ça peut parler à des gens qui m'écoutent, s'ils peuvent trouver un élément de réponse, un questionnement, être rassurés, voir qu'ils ne sont pas tout seuls, pour moi ça a un sens de leur apporter une aide. Parce que je suis une grande consommatrice de podcasts et j'en ai écouté beaucoup sur le sujet et sur d'autres choses. Quand on trouve des gens qui ont des similitudes avec nous ou des réponses à nos questions, et ben, c'est quand même sympa. Voilà. Et tu disais il y avait donc pouvoir aider, soutenir les gens peut-être qui se sentent un peu seuls dans ce trouble. Et tu disais qu'il y avait aussi une raison très personnelle pour toi de participer au podcast. Tu disais que quand tu as vu la proposition sur Instagram. Tout à fait. J'ai vu une story sur Instagram où tu recherchais des témoignages et j'ai sauté sur l'occasion parce que, en fait, pour moi, c'était une opportunité de sortir de ma zone de confort. En coaching, on nous répète souvent qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort. Bah là, je me suis dit, c'est le moment, vas-y, quoi. Saisis l'occasion. On y va. On y va. À quel âge tu t'es fait diagnostiquer et comment ça s'est passé ce cheminement vers le diagnostic ? Alors, j'ai été diagnostiquée en avril 2024, donc j'avais 39 ans. Pour reprendre la chronologie, en fait, en août 2022, j'ai fait un burn-out. Ça a suivi une dépression. Et au bout un an et demi, je voyais pas vraiment d'amélioration de mon état. Je comprenais pas. J'avais le sentiment qu'il y avait autre chose. Pendant cette période, j'avais rencontré une jeune femme dans le marketing de réseau qui avait un fils TDAH et qui m'a dit que j'avais beaucoup de similitudes avec son fils et que je devais me renseigner sur ce qu'était le TDAH. Donc quand je suis tombée sur le compte de ma coach actuelle, ça a été vachement parlant pour moi. Je me suis beaucoup reconnue, donc j'ai pris rendez-vous chez une psychiatre spécialisée dans le TDAH quelques mois plus tard, parce que bon, il a fallu quand même que je réfléchisse à tout ça. Et voilà, le diagnostic est tombé en avril 2024. Et quand tu dis il y avait beaucoup de similitudes, est-ce que tu peux me dire un petit peu les caractéristiques dans lesquelles tu t'es retrouvée, peut-être pour donner des éléments aux gens qui nous écoutent, qui hésitent. Tu peux nous donner quelques éléments ? Moi, mes plus grosses difficultés déjà, c'est le retard. Je suis quasiment toujours en retard, ou si j'arrive à l'heure, j'arrive dans un état de stress intense dans l'urgence. Je fais tout dans l'urgence tout le temps, j'attends toujours la dernière minute. Ça depuis toujours, parce qu'il faut savoir que les symptômes, on ne les développe pas adultes, on les a depuis la naissance.
l'entourage ou l'environnement ou les hormones jouent un rôle sur nos symptômes. Ils ont toujours été présents. Donc pour moi, ça a été ça. Le retard, l'inattention, par exemple, en termes d'organisation. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé. J'ai du mal à structurer ce que je dois faire. J'y vais un peu au feeling, quoi. Pour moi, les oublis aussi. Alors pour moi, j'ai de la chance, c'est pas des gros oublis. Il n'y a pas de grosses conséquences, mais il y a des oublis récurrents. Et c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Et je passe aussi, voilà, une de mes grosses difficultés, je passe toujours d'une activité à une autre. Je commence quelque chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Ça part dans tous les sens, et au final, j'avance pas dans mes activités ou dans ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Tout est commencé, rien n'est fini. Ouais, donc du coup, pour l'estime de soi, c'est pas super valorisant en plus. Alors, j'aimerais revenir sur le retard, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé il y a pas longtemps, où tu vas me dire si ça te parle, et puis on développe sur ce point. Moi, en fait, c'est soit j'arrive supra en retard parce que l'activité d'avant, en fait, j'ai du mal à la terminer et il y a toujours un truc intéressant et je sais que je suis déjà en zone rouge pour arriver en retard. Donc, je suis ni dans l'activité précédente, ni dans l'activité suivante et je suis déjà en zone rouge. Mais l'activité précédente, elle est tellement intéressante que, en fait, j'ai envie d'y rester. Ça, c'est le premier cas de figure où j'arrive en retard. Et le second cas de figure, c'est j'arrive à l'heure, mais à l'arrache, dans l'urgence. Et du coup, ça veut dire que j'ai pas anticipé le temps de transition entre le moment où je dois partir et le moment où j'arrive à l'heure. Je te vois sourire, alors j'imagine que ça te parle. Tout à fait. Moi, c'est plutôt la deuxième option. J'ai pas le temps de la transition parce qu'en fait, je pars toujours dans l'urgence. Je pense toujours que je suis large. En fait, je sais que j'ai un rendez-vous à telle heure. J'essaye pourtant de visualiser, de me dire ok là, j'ai autant de temps pour faire ce que j'ai à faire, sauf que dans ma tête, la gestion du temps n'est pas vraiment claire. Ouais, Donc je pense que j'ai le temps de ranger toute ma maison, de sortir mon chien, et puis d'un coup, ah mince, c'est l'heure de partir, et ouais. c'est tout, c'est mort, je suis déjà en retard. L'urgence tout le temps, et ça génère toujours du stress parce que, comme tu dis, j'ai pas le temps de préparer la transition, j'arrive à mon rendez-vous, je suis pas forcément calme, je prends pas le temps, voilà, de préparer, et Ouais. c'est fatigant. Dans les deux cas de figure et le second dans lequel tu te reconnais, finalement, on se brutalise dans les transitions entre nos activités. Et Oui, ça, toujours. ça c'est quelque chose que j'ai entendu dans beaucoup de témoignages, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et peut-être l'outil que moi j'ai mis en place depuis très récemment, c'est de marquer carrément les temps de transition dans mon emploi du temps, notamment entre deux activités. Et de finalement de chercher à chaque fois à me réancrer dans le présent, dans je change d'une activité à une autre, peut-être que juste une respiration, ça peut être une transition, tu vois. Mhm. Et je Oui, prépare, prendre un temps, marquer un temps marquer de un temps. pause et dire, ok, là, il faut prévoir aussi un petit temps après ce temps de pause. Par exemple, si tu dois te déplacer, Ouais, parce que moi, quand je prends la voiture, j'ai toujours l'impression que c'est bon, dans 10 minutes, j'y suis. Et mon cerveau fait totalement abstraction des conditions de circulation, ouais. d'un imprévu. Voilà. Ça, j'ai du mal. On C'est le comme, sait, mais on a du mal. c'est ça. C'est comme si finalement on devait marquer un temps d'arrêt entre chaque activité pour refaire le point. C'est vraiment ce temps d'arrêt et d'observation. C'est ça. Je voulais faire un focus là-dessus puisque moi je le travaille en ce moment. Hashtag TDH. Ensuite, par rapport au diagnostic, donc il est tombé l'année dernière. Comment tu as vécu le fait de recevoir un diagnostic TDAH? Ça a été entre soulagement et questionnement. Euh, donc sur le coup, soulagement parce que ça met un mot et un sens sur certaines difficultés. Et en même temps, c'est un tsunami, quoi, parce que on se dit, ok, ben maintenant que je sais que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux? Hmm. Donc moi, ça a été beaucoup ça en fait. Et après, bah, je me suis plongée dans mon passé, puisqu'on pense à beaucoup de situations, à beaucoup de périodes, à beaucoup de remarques qu'on a pu avoir. Et puis finalement,
on se refait tout le chemin de notre vie et tout prend son sens. Ouais. Mais Ouais. moi, ça a été plus ça, ouais, plus le questionnement et un peu la crainte quelque part de qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et est-ce que tu en as parlé à ton entourage personnel ou c'est quelque chose que tu as préféré garder pour toi dans un premier temps? Oui, non, non, moi j'en ai parlé tout de suite, même avant d'avoir le diagnostic, hein, quand j'avais des suspicions, j'en ai parlé. Alors il y a des gens qui comprennent et d'autres pour qui c'est lunaire. Euh, j'ai même entendu des gens me dire non, mais de toute façon, c'est des excuses, c'est juste parce que vous n'êtes pas organisé, vous avez des difficultés et vous essayez de les légitimer en fait Hmm. euh, par cette mode, parce que c'est la mode. Ouais. Et parce que tout le monde dit ah, je pense que j'ai un TDAH parce que j'arrive toujours en retard. Non, c'est pas juste ça, un TDAH. Ouais, c'est souvent un retour qu'on peut avoir que finalement, pointer son trouble ou son handicap, c'est se déresponsabiliser parce qu'on pourrait le vivre comme une sorte de fatalité. Là où les témoignages à chaque fois que j'entends des gens qui ont un TDAH, c'est que ils ressentent, comme tu dis, ce tiraillement entre soulagement et qu'est-ce que je vais en faire. Mais finalement, ils se prennent en responsabilité de peut-être que j'ai une marge de manœuvre. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et du coup, c'est ma prochaine question. Bon, ça fait un an, tu as la prise de conscience, tu réécris ton histoire, hein, tu le disais, tu revois ton histoire. Ça me parle tout à fait ce que tu racontes. Et finalement, est-ce qu'il y a des petites choses que tu as pu mettre en place avec ou sans ton thérapeute après cette prise de conscience? Qu'est-ce qui a changé depuis le diagnostic? Moi, j'ai pris un accompagnement avec une coach parce que je ne me voyais pas en fait avancer toute seule dans la méconnaissance du trouble parce que Internet, il y a à boire et à manger dessus. Donc la coach, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours beaucoup. J'ai pris plusieurs programmes, déjà un premier pour connaître vraiment le trouble, après pour connaître mon trouble avec mes propres difficultés parce qu'il y a plein de TDAH différents, on n'a pas tous les mêmes symptômes et à des intensités différentes aussi. Donc j'ai fait un gros travail là-dessus. J'ai un autre programme plus axé sur mes difficultés. Aussi, il y a plein de petits exercices à mettre en place dans notre quotidien. Donc en fait, c'est un travail de tous les jours. C'est long, ça prend du temps à trouver ce qui nous correspond, à trouver notre difficulté et comment agir dessus. Et ce qui m'aide aussi, c'est la communauté dans ces programmes parce que de pas être tout seul, de pouvoir partager avec des gens qui nous comprennent vraiment et qui nous remontent le moral quand c'est compliqué, ben, ça aide vachement. Donc voilà, je mets en place tout ça et puis je suis bien entourée au niveau de mes soignants. Euh, voilà, donc pour l'instant, Est-ce que, grosse prise en charge là-dessus. est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'outils que tu as pu mettre en place depuis un an? Tu parlais d'outils, de petits exercices. Est-ce que tu peux nous donner des petits tips pour ceux qui galèrent tu vois, tu parlais par exemple tout à l'heure de passer d'une activité à une autre ou d'oublier dans ta difficulté à t'organiser. Tu aurais des exemples? Je suis pas encore au point là-dessus, hein, je tiens à souligner quand même. Mais je me suis acheté un time timer pour en fait, ça peut paraître bête, mais chronométrer le temps que je mets pour faire des tâches. Parce que bon, souvent on me dit pourquoi tu mets pas l'alarme de ton téléphone, mais non, ça marche pas. Le time timer pour moi ça fonctionne parce que c'est visuel, parce que le temps s'écoule, c'est en rouge et du coup ça me provoque quelque chose dans le cerveau qui est beaucoup plus efficace que l'alarme. Donc mon time timer pour chronométrer mes tâches et du coup aussi qui me sert de d'impulsion pour m'initier à la tâche. Par exemple, si je suis dans mon canapé en mode paralysie d'analyse, je suis bloquée, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, je mets mon time timer, je me dis ok, là dans 5 minutes, ça sonne, je me lève. Et comme c'est non seulement visuel mais en plus sonore, ça me provoque cette impulsion et j'arrive à passer à la tâche suivante et à m'activer. Un autre outil, un autre exercice, c'est quand je me sens partir en rumination ou en hyperactivité mentale qui me provoque de l'anxiété, réussir à revenir au moment présent, à me dire stop, là, je suis en train de partir dans tous les sens, c'est pas la réalité, il va rien se passer, je vais pas mourir, c'est le trouble, donc stop. Et ressentir l'émotion qu'on a à l'instant T, qu'est-ce qui provoque ça, pourquoi je me mets dans cet état. Ouais, c'est fort ce que tu dis, c'est finalement
un temps de prise de conscience de ok, là je repars dans le trouble, conscience de son corps, tu vois, ici et maintenant, il va rien se passer, je suis en sécurité, et rester sur l'émotion de ok, il y a peut-être une inquiétude ou en tout cas il y a un besoin derrière qui parle et qui a besoin peut-être d'être entendu, et tu arrives à faire ce cheminement là pour toi aujourd'hui. Alors, je mets pas toujours des mots sur l'émotion que je ressens et le pourquoi je réagis comme ça sur l'instant. J'y suis pas encore, j'y suis pas encore, mais j'arrive à conscientiser quand je commence à me mettre le stress et que je repars dans le trouble et que ça part dans tous les sens et que je me mets dans un état disproportionné en fait, parce qu'il y a pas de danger, il y a pas d'insécurité et là j'arrive à revenir comme tu disais au moment présent et à me calmer. Tu parlais de ton organisation tout à l'heure. Il y a des choses que tu as réussi à mettre en place. C'est ok hein, si tu n'as pas trouvé tous les outils, les stratégies pour Pour moi, c'est encore un chantier. très gros chantier, point noir. L'agenda, ça fonctionne un jour sur deux. Les to-do list, j'ai abandonné parce que c'est toujours des to-do list à rallonge et que c'est plus frustrant de ne pas les remplir qu'autre chose. Non, ce que j'ai mis en place, bah, suite à mon coaching, c'est vraiment les micro-étapes. C'est-à-dire que petit pas par petit pas, je prends une étape et je la décortique au maximum, même si ça peut paraître bête, une micro-tâche, c'est pas grave. Et du coup, j'ai cette satisfaction de remplir mes micro-tâches et de finalement avoir fini mon étape au total. Quand tu te mets une mission et que tu la décortiques pas dans la plus petite action, en fait, ça paraît insurmontable et c'est surtout très abstrait. Là où C'est ça, c'est là, plutôt le côté abstrait, tout à fait. Je rebondis, pardon, je te coupe. je t'en prie. Classique, hein, on coupe la parole hein, en TDAH, donc entre TDAH, Aussi. Mm. il n'y a pas de problème sur cette impulsivité-là. Et du coup, découper une mission dans la plus petite tâche possible rend la chose palpable, la mission palpable et concrète. Et effectivement, pour l'estime de soi, plus tu la divises et plus c'est facile de cocher en fait. Donc, très très bonne C'est méthode, ça. merci. C'est Merci de ce partage. satisfaisant, mais c'est surtout, je rebondis, donc comme tu disais, c'est voilà, fais cette tâche, comme tu dis, c'est abstrait. Moi, dans ma tête, je ne vois pas, je ne visualise pas immédiatement ce que je vais devoir mettre en place et faire pour réussir cette tâche. Donc le fait de la décortiquer et de la noter, ça se structure dans ma tête et ça me semble moins compliqué. En quoi tu dirais aujourd'hui que ce handicap est une force pour toi? Tu m'as donné un élément de réponse en préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De manière globale, pour moi, c'était pas encore une force, mais finalement, je me rends compte que le fait de parler beaucoup, je suis très très pipelette depuis toujours, hein, et je pense que ça fait partie un peu de l'impulsivité du TDAH. Pour moi, jusqu'ici, ça a plutôt été une force, même si euh, pour certains proches, et je leur adresse toutes mes excuses pour leur avoir raconté des histoires interminables, euh, mais dans ma vie au quotidien, on va dire que c'est plutôt mon point fort. Je suis assez bonne communicante, j'aime aller vers les gens, discuter, échanger, et je me suis rendu compte que ça me crée en fait des relations avec les gens, je crée du lien et que ça m'ouvre des opportunités. Parce que forcément, quand on échange, on rebondit sur des sujets et on dit ah bah tiens là, je peux te proposer ça et ça crée des opportunités. Et ça m'a permis de réussir quand même dans plusieurs domaines de ma vie grâce à ça. Ok. Et une question qui me vient, c'est quel est ton rapport au silence? Ah, c'est une bonne question, ça. Le silence, alors, je peux l'apprécier, mais globalement, j'aime quand même, j'aime parler. Et j'aime, si je suis avec quelqu'un, j'aime échanger. Ok. Mais parfois, ça fait du bien du silence aussi. Et se retrouver seul et apprécier le calme et le silence, j'aime aussi. Est-ce que tu aurais une anecdote sur ton TDAH? Quand tu l'as vécu, tu t'es dit ah là là, hashtag TDAH quoi. Des anecdotes, ouais, j'en ai plein, mais j'étais pas encore diagnostiquée. Donc, je pouvais pas encore me dire, ah là là, le TDAH, mais a posteriori, maintenant que je sais, oui, j'en ai une. Alors, ça remonte, hein, j'étais plus jeune, j'étais militaire à l'époque. Et donc, je rentrais les week-ends chez mes parents. Le dimanche, mon père me ramène à la gare. Donc, on part dans l'urgence, hein, puisque j'étais aussi toujours en retard. Mais je n'ai jamais loupé mon train, c'est énorme.
Donc on se dépêche, il me dit vite, prends mon portable. Donc je mets son portable dans ma poche, on arrive à la gare, on court, j'arrive sur le quai, je grimpe dans le train et je reste derrière la porte, toujours pour lui faire coucou. Et donc je mets la main dans la poche, la porte se ferme, et là, le portable de papa. Et, et je le sentais, je l'avais dans la main, je l'avais dans la poche, dans la voiture, je savais que j'avais pris son téléphone, mais voilà, c'est un oubli parmi tant d'autres, une inattention parmi tant d'autres. Et je me souviendrai toujours de la tête que je faisais. Je lui ai montré comme ça par la vitre le téléphone et lui me regardait. Et, on était comme ça tous les deux bloqués. Et, bon, maintenant ça me fait rire, hein, mais voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Celle-ci, elle était drôle. J'ai dû lui renvoyer du coup le téléphone par colis suivi. Ok. Ouais, l'oubli, le fait de pas se sentir ancré, tu fais tu fais les choses de façon en mode automatique, très rapidement. Tu vois, le temps est très très rapide dans ces moments-là. Et c'est comme s'il y avait une ellipse temporelle où, paf, tu te réancres et tu te souviens de ce que tu as fait, mais tu sais plus trop le fil. Mais en tout cas, tu te retrouves avec la fin de l'histoire et c'est ça que ça te fait? Alors moi, je me souviens, hein, mais en fait, tout va tellement vite dans le cerveau à l'instant T. Oui, on passe vite d'une action à une autre. Tout est rapide tout le temps. Tout est Et rapide, ouais. quand on fait tout trop vite, forcément, on le fait pas bien. Et donc, soit il y a l'inattention, soit il y a une bêtise, soit voilà. Moi, c'est l'inattention. Mais après, je me souviens parfaitement, dans Ok, ce cas-là, remettre le téléphone dans ma poche, me dépêcher, monter dans la voiture, arriver dans le train et mais trop tard. ok. Merci pour ce partage. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est quel est ton... Est-ce que tu sais ralentir? Ralentir, oui. Alors, je sais me poser, je sais me reposer. Je sais parfois prendre du temps pour ce que j'ai à faire, mais dans ma tête, ça va quand même très souvent vite. Ouais. Ton hyperactivité, elle serait plutôt mentale que corporelle. Ouais, tout Ok, à fait, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas vraiment d'hyperactivité corporelle, si ce n'est d'avoir toujours quelque chose dans la main, comme là, on, on enregistre, j'ai un stylo parce que je ne sais jamais quoi faire de mes mains, il faut que ça bouge. Mais je peux rester assise calmement pendant une formation, pendant un trajet, mais moi, c'est dans la tête, quoi. Je ok, pense à tout le temps, ça s'arrête jamais. ok. Et donc, tu disais, l'outil que tu as utilisé pour ça, c'est finalement de prendre conscience que tu es dans le flow très 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 rapide de pensée et revenir à l'instant présent. Aussi, bah, c'est mon traitement, parce que j'ai commencé le traitement en juillet l'année dernière. Et le traitement m'aide beaucoup en fait à canaliser mes pensées et à être plus concentrée sur ce que je fais. Ok. Et c'est moins fouillis dans ma tête. Hmm. J'ai moins de flot de pensées, je me disperse moins. C'est plus rassemblé. Oui. Et ton traitement, tu le prends tous les jours, toutes les semaines, à des occasions précises? Peut-être une petite précision là-dessus? Alors moi je le prends tous les jours. J'ai fait des jours d'essai, donc en ne le prenant pas pour voir la différence avec quand je le prends et aussi quand j'étais malade, il y a une fois où pendant une semaine j'étais malade et on est tellement fatigué, le corps et l'esprit sont tellement fatigués que finalement le traitement n'est pas efficace. Donc voilà, j'ai évité de le prendre pour rien. Mais sinon oui, je le prends tous les jours parce que mes difficultés quotidiennes, même si pour l'instant j'ai pas repris le travail, nécessitent que je sois plus concentrée et plus motivée grâce aux médicaments. Et quelles sont tes perspectives par rapport aux médicaments? Tu t'aimerais l'arrêter plus tard? Comment tu vois les choses pour plus tard? Pour le moment, hein, ça peut bouger, hein. Oui, oui, oui. Ben, je me suis pas trop posé la question. Je me dis pas, je vais le continuer toute la vie ou l'arrêter en cours de route. En fait, ça dépendra de mon état, de mon évolution. Si à un moment je vois que grâce au coaching, après éventuellement au TCC, j'ai pas commencé, mais Mhm. si j'en ressens le besoin par la suite, euh, je pense que quand on complète le travail de tout ça, on combine en fait le médicament au coaching et au TCC,
on peut avoir une bonne évolution et des bons résultats. Donc, qui sait, peut-être par la suite, je l'arrêterai Ok. si j'en ai plus besoin ou baisser le dosage. Voilà. Ouais, en tout cas, ce que j'entends, c'est que le médicament, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un cocktail d'accompagnement, de suivi, de soutien C'est une multiple. aide. Mm. Et le médicament en fait partie, mais c'est vraiment le cocktail de ces soutiens qui est important pour toi, en tout cas pour apprendre à réduire Oui. l'impact. Oui, oui, parce que le médicament, c'est pas magique, hein. C'est pas, je prends une pilule et tout rentre dans l'ordre. Donc, si on fait pas un travail sur soi et déjà qu'on se comprenne et qu'on comprenne le trouble, c'est pour ça que pour moi le coaching il est important parce que c'est de la psychoéducation. Donc, ça nous apprend vraiment à comprendre comment ça fonctionne et que- que- quels effets ça a et quelles conséquences. Et du coup, pour travailler dessus, travailler dessus ou travailler avec, comme dirait ma coach, parce qu'on ne travaille pas contre le TDAH, on l'apprivoise pour avancer mieux avec. Effectivement. Ça change tout dans sa perception, hein, Mm. soit tu es en lutte, soit tu fais avec, hein, soit tu Oui. accompagnes. Donc, Bah oui, parce que la lutte, on est perdant, puisqu'on sait qu'on est avec et on meurt avec. Donc, si on est contre, je pense pas que ce soit très constructif et que ça permette d'évoluer dans le bon sens. avant le mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les nouveaux diagnostiqués, ceux qui viennent d'arriver et qui peut-être nous écouteraient là? Quel conseil tu donnerais? D'être bienveillant avec soi, parce qu'on a tendance à se dire oh, je suis nulle, oh, je sais pas faire comme les autres, oh là là, et puis j'ai ce trouble. On a un biais de négativité très appuyé, surtout moi, et d'être bienveillant ouais, avec soi, de se poser et de se dire ok, c'est pas ma faute, j'ai un trouble, c'est pas une excuse, mais j'y travaille, voilà, et de l'autocompassion. Merci Chloé. On arrive au mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour conclure cet épisode qui t'est dédié? Dire aux personnes concernées qu'ils ne sont pas tout seuls, que s'ils ressentent le besoin de se faire accompagner, il ne faut pas hésiter, parce que ça fait vraiment du bien déjà d'être compris et d'avoir une communauté avec qui échanger surtout notre parcours et nos difficultés. Et voilà, c'est pas, comme tu disais, une fatalité. Il y aura des jours meilleurs et il y aura une évolution positive. Et aussi pour les gens qui seraient sceptiques par rapport au TDAH, non, c'est pas une mode. Oui, il est bien présent et oui, il y a des gens qui en souffrent. Mm. Donc, qu'ils soient aussi un petit peu plus bienveillants et à l'écoute des gens qui ont le trouble. Plus compréhensif peut-être et peut-être avoir plus de connaissances aussi sur ce trouble. Oui. Merci Chloé pour ce témoignage. C'était une première pour toi. Ouais, Donc, c'est une première pour moi. Je suis contente d'avoir pu participer, échanger avec toi. Et puis, si ça peut aider des gens, j'en serais ravie. merci Chloé. À très bientôt alors. À bientôt. #TDAH.